Aujourd'hui, nous allons présenter les loss functions and optimization algorithms. ولكن on va surtout for deep learning models. ولكن, comme j'ai dit, je vais écourter ou je vais beaucoup plus me concentrer sur un aspect qui me paraît intéressant, celui de la classification. Comment on arrive à définir une fonction pour la classification. Tout d'abord, je commence par présenter des choses qu'on connaît pour la plupart d'entre nous. Déjà, là, le machine learning utilise les données et essaye de construire des modèles sous forme de réseaux de neurones à partir de données. Au lieu de faire de la programmation explicite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'optimisation. Et en faisant cette optimisation, il génère des réseaux de neurones, des modèles, qui s'appellent aussi des modèles. Donc, les modèles sont construits à partir d'algorithmes d'optimisation. Et puis, on utilise dans ces réseaux de neurones beaucoup de concepts de probabilité et de statistiques, en particulier parce qu'on essaie de maximiser la vraisemblance, likelihood. On va en discuter après. Maximiser la vraisemblance, donc maximum likelihood, et revient à estimer les paramètres de manière à ce qu'il donne une probabilité élevée pour les données observées. Quand nous avons des données, nous avons des exemples, en particulier lorsqu'il s'agira de classification, mais aussi pour la régression ou le clustering. Et nous avons des données, nous construisons un modèle et nous mettons à jour, nous allons estimer les paramètres de ces modèles de manière à ce qu'ils maximisent la vraisemblance du modèle. Et on utilise aussi, bien sûr, l'algèbre linéaire. Nous allons voir ça dans cette présentation. Tout d'abord, le classique, on peut imaginer un petit réseau de neurones, donc à titre illustratif, avec deux entrées, A1 et A2, et puis nous combinons ces entrées pour avoir B1 ou avoir B2. Donc B2, c'est quoi? C'est nous avons une construction linéaire de sigma, par exemple pour B2, et puis on applique une sigmoïde ou une autre fonction d'activation non linéaire qui ajoute donc de la non-linéarité au réseau. Donc, la deuxième couche est obtenue à partir de la première. Donc, la deuxième couche, la couche cachée dans ce cas, c'est B1, B2. On l'obtient donc à l'aide de… là, en bas, vous voyez que le neurone B1, donc, le neurone B1 effectue la relation suivante. Qu'est-ce qu'il fait? Il calcule S11, qui est une combinaison linéaire qui utilise les paramètres W1 de la première couche, et il multiplie par les entrées, donc A0, A1 et A2. A0, c'est toujours égal à 1 parce qu'on a besoin de biais pour avoir d'une certaine manière une application affine des entrées. Et puis, on applique B1, c'est quoi? C'est sigma de S11. Donc, B1, c'est là, c'est sigma de résultat de l'application affine, bien du produit matriciel, des paramètres par les entrées. Donc, sigma est là cette forme. Souvent, les fonctions d'activation aujourd'hui, on utilise autre chose, par exemple le relu ou autre, ou tangente hyperbolique. Donc, ça dépend un peu du contexte dans lequel on développe notre réseau de neurones. Donc, ça, c'est la forward propagation parce que après, je calcule, c'est la sortie. Et si j'ai besoin d'une sortie qui soit une probabilité, je lui applique aussi une sigmoïde. Alors, si j'entre des données et puis
à la sortie, j'ai besoin de probabilité. Alors là, on va éventuellement appliquer soit une sigmoïde parce qu'on a une sortie binaire, donc 0 ou 1, ou alors une softmax lorsqu'on a plusieurs classes. Mais dans le cas présent, donc, ça va être une sigmoïde. Puis, donc, on calcule l'erreur. Pourquoi l'erreur? Parce que souvent, nous avons des xn, ce que je vais noter des xn après, donc des exemples. Et ces exemples nous permettent d'obtenir des sorties, quoi, z. Z, c'est donc la sortie sigma qui est là. J'ai dit c'est un nombre qui se retrouve entre 0 et 1, donc pour exprimer une probabilité. Voilà, donc on calcule l'erreur parce qu'en général, nous avons des xn et nous avons des yn, par exemple 0, 1. Donc, qui est un chat, donc qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on a des exemples pour lesquels on a le label. Nous allons revenir sur donc, des yn qui sont donc yn est égal à 1 ou égal à 0. Voilà, donc j'ai la sortie. L'erreur, ça va être donc on peut avoir une erreur comme ça. Donc euclidienne, mais moyenne, c'est une moyenne euclidienne. Donc E, c'est 1 sur 2n, sigma pour tous les exemples. De quoi? De yi moins zi au carré. Donc, nous avons la sortie. À l'aide de la sortie, nous pouvons faire une rétropropagation, c'est-à-dire calculer. Parce que, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche à estimer les paramètres, les W1 et les W2, les estimer de manière à ce que les sorties obtenues correspondent aux sorties attendues. Et donc, on va essayer de minimiser l'erreur. Et pour minimiser l'erreur, je la dérive et je cherche là où elle s'annule. D'accord? Donc, je la dérive par rapport à tous les paramètres. Donc, je dérive par rapport, par exemple, à W1, mais je dérive aussi par rapport à tous les paramètres. On utilise la règle de la chaîne, donc le chain rule, ce qui me permet, parce que les opérations, ils sont simples. D'accord? Pour obtenir B1, vous vous rappelez, c'était simple, c'était tout simplement S11, donc c'est un peu linéaire, et puis on ajoute un terme constant, et puis une sigmoïde, donc c'est simple aussi, on fait la dérivée. Après, le résultat, c'est-à-dire B1 avec le résultat B2, on l'utilise pour calculer C1, toujours une opération simple, donc de l'algèbre linéaire, et puis une sigmoïde, donc une fonction non linéaire, elle est simple aussi à dériver. Donc, la dérivée de, par exemple, de l'erreur par rapport à W11, elle est là, elle est égale à la dérivée de l'erreur par rapport à S21 multiplié par la dérivée de S21 par rapport à W11. Donc ça, c'est la règle de la chaîne. Donc, je divise d'une certaine manière les pas pour aller à la dérivée. Donc, S de 1, c'est ça, c'est ce nombre. Donc, pour avoir la dérivée de E par rapport à W11, je calcule la dérivée de E, donc de l'erreur par rapport à Z, la sortie, et puis la dérivée de Z par rapport à W de 1, etc. Donc, je remonte. C'est pour ça qu'on l'appelle la rétropropagation. On peut le voir mathématiquement. Et d'ailleurs, cette dérivée, je ne vais pas la faire manuellement, puisque aujourd'hui, les frameworks, quand je leur donne les expressions, la fonction donc les combinaisons et puis la fonction d'activation, il peut faire cette dérivation d'une manière automatique. Mais là, nous avons les formules si jamais on veut les développer manuellement. Voilà, donc, et on fait on peut calculer la dérivée par rapport à tous les paramètres et faire la mise à jour. Donc, la rétropropagation et faire la mise à jour de tous les paramètres. On peut simplifier en utilisant on va trouver des formes simples pour la dérivation. Et nous cherchons le W étoile
pour lequel nous aurons un minimum local. Donc, on ne va pas atteindre, puisqu'on fait on va faire un calcul numérique. Donc, une fois que la norme que la dérivée de l'erreur par rapport au paramètre devient suffisamment petite, on ne va pas atteindre 0, mais si elle est suffisamment petite, on s'arrête. D'accord, donc tout ça, je passe. Et sur la mise à jour des paramètres, où on utilise un taux pour le pas en quelque sorte, pour ne pas dépasser le minimum. En général, ce alpha K, c'est 10 à la puissance moins 3. Donc, le taux d'apprentissage, d'accord, ou 10 à la puissance moins 2. Et d'une manière générale, au début, on peut choisir, et s'il y a un cas, c'est-à-dire qu'on va modifier le alpha en fonction du pas. Au début, on peut se permettre des pas des alpha K assez grands, 0,5 par exemple, ou 0,1 ou 0,01. Après, on réduit parce que quand on est proche du minimum recherché, de l'extrémum, donc du gradient de l'erreur par rapport au poids, on doit faire de petits pas pour ne pas osciller donc, autour de ce minimum. Ce minimum souvent local. Voilà, donc on fait la mise à jour et puis une fois entraîné, on peut déployer le réseau de neurones. Maintenant, nous allons nous concentrer sur le problème de la classification linéaire et puis de la classification d'une manière générale. Donc, le plus souvent, dans ces problèmes de classification, nous disposons de données. Donc, D, c'est X, N, Y, N de 1 jusqu'à N grand N. Grand N, c'est le nombre de données. Souvent, N grand N est un nombre très grand. Nous avons parfois 10 000, 20 000, 1 million ou 1 milliard. Ça dépend des problèmes que nous traitons. Et le Xn, il appartient à D. D, donc D est un nombre très élevé. Par exemple, lorsqu'on va traiter des images, D, c'est le nombre de pixels et ça peut être 1 million ou plus. Donc, on a un problème de grande dimensionnalité qu'il faudrait gérer. Et ce qu'on souhaite faire, c'est évaluer le label pour un X donné. Donc, ça veut dire calculer f de x. F, c'est la fonction qui donne un label. Donc, nous avons des exemples à vérifier. Nous avons des chats et des chiens. Donc, on peut distinguer les chats des chiens. Donc, par exemple, au chat, on donne 1, le label 1, et au chien, on donne le label 0. Et notre problème, c'est de construire une fonction pour laquelle, si on donne un nouveau chat ou une nouvelle image, elle peut distinguer le chat des chiens. Voilà. Donc, quand c'est linéaire, c'est facile. Bon. Les paramètres θ, quand c'est linéaire et que donc, on ne complique pas les choses, on va prendre θ la plus 1, puisqu'on va multiplier chaque terme de xn, donc xnk, indice k, par un paramètre. Donc ça, c'est le cas simple linéaire, mais le plus souvent, nous utilisons nous prenons des exemples où il est difficile de distinguer les chats des chiens avec des méthodes linéaires, et donc on va utiliser un réseau de neurones pour classifier ces images. Une image, chaque image est transformée en un grand vecteur. Il y a beaucoup d'opérations dans le data processing, donc on fait beaucoup de choses ici. Parfois, on garde seulement le niveau de gris, les images en niveau de gris. Parfois, on normalise, on ne va pas prendre la valeur du pixel, mais on va la situer entre 0 et 1 ou entre moins 1 et 1, éventuellement, pour que les paramètres
n'explose pas. Parce que sinon, si on ne normalise pas, il y a des phénomènes, un certain nombre de phénomènes qui apparaissent. Voilà, donc nous avons les chats et les chiens qui constituent notre dataset, nos données que nous allons utiliser pour l'apprentissage du neurone, pour l'entraînement du réseau de neurones. Donc, nous avons des couples XN, YN, et nous avons donc XN dans RD, YN c'est soit 0, soit 1. Nous allons choisir 1 pour les chats et 0 pour les chiens. Nous souhaitons donc avoir un réseau de neurones, bien sûr beaucoup plus compliqué que ça. D'ailleurs, le nombre de neurones ici, vous vous rappelez, il faut prendre le chat et donc utiliser tous les pixels du chat. Bien sûr, en normalisant, on doit, pour toutes les images, avoir le même nombre de pixels parce que le vecteur entrée, celui-là, la couche d'entrée doit être donc la même pour toutes les images. Et à la sortie, nous allons obtenir une probabilité pour que l'image concerne un chat et une autre probabilité pour que l'image concerne un chien. Normalement, on peut faire une classification binaire, c'est-à-dire le réseau de neurones va donner en sortie une probabilité Q indice θ de Xn. Xn, c'est le vecteur en entrée, le vecteur bien sûr obtenu à l'aide de l'image. Là, je ne parle pas de convolution, donc c'est pour simplifier. Mais ce qu'on fait aujourd'hui peut aussi être fait lorsqu'on utilise un réseau convolutif, c'est-à-dire on ne prend pas Xn, un vecteur, mais on va faire un apprentissage un peu local, en parcourant l'image. Donc, nous aurons une sortie Q indice θ de Xn, qui est une probabilité, puisqu'à la fin, on va utiliser une sigmoïde ici, pour que la sortie donc, soit entre 0 et 1. Et on ne va pas utiliser ce neurone, puisque ce n'est pas la peine, on peut l'obtenir, c'est 1 moins Q indice θ de Xn. On s'intéresse seulement à ce que il va nous donner une valeur, donc compris entre 0 et 1. Quand c'est proche de 0, c'est que c'est un chien. Quand c'est vraiment proche de 1, c'est que c'est un chat. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Et normalement, ici, on va calculer un Z, et puis on va lui appliquer la sigmoïde. Z, ça va être quoi? Z, ça va tout simplement être égal à sigma pour k égale à 1 jusqu'à d de θ k x indice k n. Θ k ou W4, d'accord? Là, c'est les W4. Dans cet exemple, bien sûr, c'est la quatrième. C'est-à-dire, je prends le terme que j'ai ici, et là, je vais mettre x4, d'accord? Si je mets ça x4, hein, si j'appelle ça x4, 1, x4, 2, x4, 3, x4, 5, x4, 6, x4, j'ai sauté quelque chose? Oui, 4, 4, 5 et 4, 6. x4, 6. Donc, ça, c'est un peu cette couche, c'est x4 avec indice k. Et donc là, je vais calculer z en faisant donc le produit et en ajoutant un biais éventuellement. Donc z, ça va être quoi? Ça va être égal à sigma pour tous les donc, de W4K fois X4K. X4K. D'accord. Donc, K, bien sûr, c'est 1, 2 jusqu'à 6, le nombre de neurones dans la dernière couche. Voilà. Et puis, j'applique sigma, 1 sur 1 plus exponentielle moins z. Z, c'est ça. Et puis, j'applique la sigmoïde. Voilà. Et j'obtiens une probabilité que ce soit un chat. Voilà. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir optimiser? Quel est l'écart entre
Donc, ce que nous allons obtenir comme valeur ici, comme sortie, comme probabilité, et la vraie probabilité. Voilà, donc, après apprentissage, nous allons donc avoir donc une représentation des chats et une représentation des chiens. Si c'était à moi d'évaluer les images, je dirais que ça, c'est un chat, bien sûr, donc je lui donne la valeur 1. Ça, je lui donne, ça, c'est aussi un chat, donc c'est 1. Un chien, donc 0. Donc 0 aussi pour le chien, 0, chien, 0, chien, et un chat. Mais mon cerveau, certainement, la manière dont il fonctionne est très complexe. Or, nous, on veut donc créer un petit réseau qui permet aussi de prédire les chats et les chiens. Ça veut dire d'affecter les labels 1 au chien, 1 au chat et 0 au chien. Supposons que je construis un réseau de neurones comme celui-là, celui que j'expliquais avant. Donc là, on calcule une probabilité. Bien sûr, c'est juste pour illustrer, mais parce que les images, comme j'ai dit avant, il faut qu'il y ait beaucoup plus de neurones, et éventuellement beaucoup plus de couches. Et d'ailleurs, on devrait donc avoir un réseau de neurones convolutif, parce que sinon, là, on aura aussi le fléau de la dimensionnalité. On aura un trop grand nombre de paramètres, et les opérations seront très compliquées, très difficiles à réaliser. Donc, supposons que j'ai j'ai un réseau de neurones et que quand j'ai donné au réseau de neurones les images, il a sorti 0,75 pour ce chat et puis 0. Donc là c'est une probabilité Q indice θ. Je note Q indice θ et qui, pour les données que j'ai entre les mains, les data dont je dispose, l'ensemble T, elle donne pour la première image 0,75, sachant que nous, on sait que ça, c'était 1 pour la probabilité P, la probabilité, la vraie probabilité. Donc, normalement, ça doit être 1. Mais lui, comme il fait un calcul approché et comme il a besoin d'apprendre, puisqu'au début, on lui donne des valeurs aléatoires pour les paramètres, et donc il faudrait qu'on affine ces paramètres pour qu'ils donnent de bonnes réponses. Donc, ils donnent 15, 0,8 ou autre chose, d'autres valeurs, mais de toute manière entre 0 et 1, puisque ce sont les résultats d'une sigmoïde que j'applique à la fin. 0,4 pour le chien, alors qu'il devrait donner 0, 0,3, alors qu'il devrait aussi donner 0, 0,4, 0,3, 0,62. Donc, suppose qu'il me donne ces valeurs. Donc, dans la phase d'apprentissage, dans l'optimisation, qu'est-ce qu'on cherche à faire? Nous cherchons à optimiser les paramètres de manière à ce que les valeurs que j'ai ici soient le plus proche possible des valeurs que nous avons ici, des vraies valeurs. C'est-à-dire que la distribution de probabilité Q indice θ, qui correspond au Q indice θ des données discrètes dont on dispose dans le cas présent, puisqu'on fait une classification et qu'on a un D, donc un ensemble de données, dataset, il faut que la distribution P et la distribution Q indice θ soient les plus proches possibles. Mais autrement dit, il faut que Q indice θ soit la plus proche possible de P, de la probabilité P. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on ait une métrique, d'accord? Une métrique qui permet de définir la distance entre deux distributions de probabilité. Et laquelle, qu'est-ce qu'on va utiliser comme métrique? Nous allons utiliser celle-ci, donc Kullback-Leibler divergence. Donc la divergence de Kullback-Leibler. Tout simplement, souvent, c'est la DKL, DKL, divergence de Kullback-Leibler. Qu'est-ce qu'elle fait cette donc, il définit comme j'ai dit, une divergence, une certaine distance, entre parenthèses, entre la probabilité P, la vraie probabilité des différentes images qui donnent les paramètres, les labels, 0 pour les chiens et 1 pour les chats, et Q indice θ,
qui est la probabilité que donne le réseau de neurones et qui dépend du paramètre θ. θ, c'est l'ensemble des paramètres du réseau de neurones. Et cette distance, comment il s'exprime? Il s'exprime en prenant la somme, on aurait pu mettre ici 1 sur n, ou ne pas le mettre, de toute manière, c'est une constante, c'est un terme constant. D'accord, donc c'est sigma, c'est la somme de quoi? De P de xn log 2, parfois on met log, donc sans le 2, donc n'est pas rien, log 2, mais log 2 a un sens, donc je vais l'expliquer après, de la probabilité donc de Pxn sur Qθ xn. Donc voilà, il est posé comme ça. Ça vient de la théorie de l'information. Et qu'est-ce qu'elle exprime, ce D? K, L. Parfois, c'est plus intéressant de le mettre, comme ça on se rappelle de cette distance, qui n'est pas une distance. Il n'est pas une distance parce que dkl de P Qθ est différent de dkl de Qθ P. Or, une distance, il doit être symétrique. Donc, celle-là n'est pas symétrique, mais il a certaines propriétés des distances, en particulier dkl de P Qθ est un nombre positif et ne s'annule que si P lorsque Qθ égale à P. Si Qθ égale à P, on voit bien que nous allons avoir log de 1, donc c'est 0, donc tout va s'annuler. Mais il a beaucoup de propriétés. Donc aujourd'hui, j'ai préféré l'introduire et après, donc dans une autre occasion, on peut aller dans les détails. Ça s'appelle aussi relative entropie. Pourquoi? Parce que si je la développe un petit peu, je vais trouver que dkl ou d de P Qθ, donc l'émergence de Kullback-Leibler, c'est sigma sur les exemples dont je dispose de P de xn, donc l'espérance de quoi? De log 2 de P parce que log de la différence de ça, c'est log 2 du premier, excusez-moi, là c'est moins log 2 de Qθ de xn, d'accord? Donc, en facteur, donc je fais ça en facteur. Et donc, si je développe, je trouve ça. Hein? Et donc, dP Qθ, donc la divergence de Kullback-Leibler de P Qθ, qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime un peu la différence, d'une certaine manière, l'écart que nous avons entre la probabilité Qθ et P. Mais c'est un peu plus subtil parce que, d'une part, regardez un peu ce qu'on a ici, c'est sigma xn p xn log 2 p de xn, qui est tout simplement, c'est donc l'entropie, d'accord? Ça, c'est tout simplement l'entropie associée à la probabilité de P. Et là, donc, pour le deuxième terme, c'est pas l'entropie, mais c'est ce qu'on appelle la cross-entropie, d'accord? La cross-entropie, où c'est l'espérance de, puisque Pxn, c'est un peu c'est une sorte de moyenne de log de 2 de Qθ de xn, en considérant la distribution donc de P de xn, donc la distribution de probabilité P de xn. Et ça, qu'est-ce qu'elle permet aussi de définir cette divergence, et surtout lorsqu'on utilise le logarithme 2, il exprime le nombre de bits supplémentaires dont on aura besoin pour représenter les données si on remplace P par Qt. Si j'utilise le réseau de neurones au lieu d'utiliser un peu la solution, la vraie solution, qui n'existe pas d'ailleurs, parce que nous avons un exemple, parce que le plus important, c'est qu'on essaiera après de généraliser.
les données dont on dispose ne sont qu'un échantillon. Mais, donc, D, P, Q, θ, avec log2, lorsque j'utilise log2 et non pas le logarithme népérien, elle me donne le nombre de bits supplémentaires dont j'ai besoin pour représenter les données avec la distribution de probabilité Q indice θ au lieu de la distribution de probabilité. Voilà, donc, mais ça, je vais revenir sur ça parce qu'on aura besoin de cette divergence de Kullback-Leibler dans d'autres contextes, en particulier si un jour on présente dans les détails les autoencodeurs variationnels. Parce que là aussi, on s'appuie sur cette distance. Il y a quand même là quelque chose d'intéressant, c'est que nous souhaitons minimiser cette distance. Donc, nous voulons avoir des paramètres θ de façon à ce que la divergence de Kullback-Leibler D, P, Q, θ soit le plus petit possible. Donc, c'est un problème d'optimisation. Donc, on va minimiser ça. Le terme que nous avons ici ne dépend pas de θ. Vous voyez, c'est sigma, Pxn, log 2 de Pxn, donc ça ne dépend pas de ça, ce terme d'entropie. Et donc, lorsque je veux minimiser ça, je peux enlever cette partie et garder seulement cette partie. Donc, la entropie vient de là. Elle vient du fait qu'on a négligé un terme qui est constant et lorsque on minimise, les termes constants, c'est-à-dire constants par rapport à θ, puisque ce qui nous intéresse, c'est θ, c'est les paramètres que nous souhaitons optimiser pour minimiser la divergence. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions. Et comme j'ai dit, on reviendra sur l'entropie, la entropie, pour certaines notions de la théorie de l'information.